à toutes et tous. Je voudrais m'adresser aux Mahorais et Mahoraises aujourd'hui, passionnés de littérature et tous les autres, bien entendu, curieux de tous les horizons qui nous regardent aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré à la littérature de l'île de Mayotte. Nous évoquerons son histoire et son actualité, nous permettant d'observer la vitalité, le talent et l'énergie qui affleurent dans les textes connus et émergents des auteurs mahorais. Je voulais remercier le département de Mayotte et la délégation de Mayotte à Paris de m'avoir permis de faire de belles rencontres et de vous les faire partager aujourd'hui avec ce webinaire. Sans plus attendre, le sommaire de cette émission. En première partie, Mayotte et la promotion de sa littérature avec Askandari Alaoui, auteur, essayiste, chef de service formation, insertion et documentation de la délégation de Mayotte à Paris, porteur de projet du concours Les Nouvelles de l'île aux Lagons. La littérature mahoraise et la déconstruction des idées reçues sur la prédominance des traditions orales sur l'écriture avec Salim Hamada, passionné par la littérature de son département. L'éclectisme des récits et des formes narratives avec le doyen, plus que jamais en activité, Nassour Atoumani, auteur, romancier, dramaturge, metteur en scène et scénariste de bande dessinée. Enfin, nous évoquerons la diffusion de la littérature avec les éditions Projectile et son fondateur, auteur lauréat de nombreux concours d'écriture, Nassouf Djailani. Dans la seconde partie de ce webinaire, et j'imagine que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, place aux jeunes pousses avec la remise des prix du concours Les Nouvelles de l'île aux Lagons. Pour nous parler de ce concours, Askandari Alaoui, porteur du projet, et Sofia Rakoto Hari Malala, membre du jury, tous les deux auteurs en direct sur notre plateau. A tout de suite avec notre premier invité. Askandari Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et essayiste, chef du FID, Formation, Insertion, Documentation, je le disais tout à l'heure dans mon sommaire, de la délégation de Mayotte à Paris. Alors, la première de mes questions, c'est pouvez-vous nous présenter d'abord la délégation de Mayotte à Paris et vos fonctions? Comment vous activez réellement sur place vos réseaux, la littérature, pour mettre en avant tout ça? Alors, sachons déjà que la délégation de Mayotte à Paris est un service du département de Mayotte qui a pour vocation de faire la promotion de Mayotte de manière générale, mais aussi la promotion de la littérature, comme on va avoir à le démontrer là aujourd'hui. Donc, la délégation de Mayotte a mis en place ces web-séries pour permettre de continuer sur ces missions. Cela a permis de s'adapter dans ce contexte de crise sanitaire parce qu'on ne peut pas tout faire en présentiel. Absolument. Donc, du coup, les web-séries constituent une des modalités que nous avons pu avoir pour continuer à réaliser les missions qui nous sont dévolues. Ouais. Alors, parmi ces missions, il y a vraiment l'idée de faire la part belle, accompagner des concitoyens en métropole, mais également des étudiants. Et je crois que ce concours de nouvelles, dont on reparlera évidemment tout à l'heure dans la seconde partie, est vraiment un élément très important. Tout à fait. Notons qu'il s'agit là d'une politique initiée par le conseil départemental qui fait de la promotion de la littérature à travers différents de ses services. On peut souligner écrire au féminin, on peut mentionner le salon de Mayotte, le salon Salima, salon du livre de Mayotte, qui a d'ailleurs été initié par
le doyen Nachiratman. Et ici aussi, de notre côté, à la délégation de Mayotte à Paris, nous mettons en œuvre cette politique du département sur la promotion de la littérature en mettant justement en place le concours de nouvelles destiné aux étudiants mahorais de premier cycle pour cette première édition. Alors, je le disais, vous êtes également essayiste. Vous avez reçu le prix Imhotep pour l'impératif pour être pour un peuple de sortir de son noun. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le noun déjà? Alors, le noun, c'est le lieu de tous les possibles. Dieu lui-même disait qu'il était dans le noun. Oui. Donc, l'impératif pour un peuple de sortir de son noun, en quelque sorte, c'est une invitation pour un peuple de s'engendrer, dans la mesure où l'homme est fait à l'image de Dieu et que Dieu n'est pas engendré. Raisonnablement, on doit comprendre que l'humain ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre fasse son engendrement. Donc, vous invitez finalement les Mahorais et Mahoraises à prendre leur destin en main. C'est exactement cela. Et donc, vous parliez de l'ouvrage, effectivement, qui a obtenu un titre, le prix Imhotep en 2014, et c'était dans un salon de livres panafricain qui s'est tenu à Bruxelles en 1994. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour évoquer plus amplement le concours Les Nouvelles de l'Île au Lagon, puisque nous remettrons les fameux prix. On a hâte de connaître les lauréats et les lauréates. Tout de suite, on va se retrouver avec notre premier invité. Est-ce que vous m'entendez bien, Salim Hamada? Je vous entends très bien. Super, très bien. Vous êtes un passionné de littérature et d'écriture mahoraise. Et aujourd'hui, vous nous parlez de cette fausse idée répandue selon laquelle Mayotte est principalement une terre de culture orale, ce qui a pour tendance, bien sûr, d'éclipser l'écriture mahoraise, qui est pourtant un aspect très important de la culture. Dites-nous pourquoi cette fausse idée que la culture mahoraise est principalement orale est tenace dans les esprits. Effectivement, quand on parle de tradition et de culture, effectivement, on parle de quelque chose de très important. Mais nous parlons maintenant de littérature. Qui dit littérature veut dire lettres, ça veut dire tout simplement il y a des écrits. La littérature mahoraise n'est pas qu'une littérature orale, comme les gens ont tendance à le souligner ou à le dire ou à le propager. La littérature mahoraise est une littérature écrite aussi. J'en veux pour preuve, en 1841, les Mahorais ont déjà écrit un texte qui s'appelle sûrement L'acte de cession de Mayotte à la France. Et ce texte a été écrit par Ahmad Aboudou, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mayotte de l'époque, à l'époque où le roi de Mayotte était André Ansou리, et Kadi Omar Aboubakar, qui était aussi ministre aussi de la Justice, et ainsi de suite. Ils ont pondu ce texte. Ce texte, c'est l'acte de cession de Mayotte à la France. C'est la même chose, en quelque sorte, que la constitution de Médine, où dans les pays arabes à l'époque de Mahomet, les gens ont fait une constitution écrite pour montrer les tenants, les aboutissants de la diplomatie arabo-musulmane à l'époque de Mahomet. Ce qui veut dire que Mayotte a connu effectivement plusieurs peuplements. Les premiers peuplements qui est arrivé ici, première vague de peuplement, ce sont les Afro-Bantous. Deuxième vague de peuplement, ce sont les Malgaches. Troisième vague de peuplement, ce sont donc les Arabo-Perses. Et les Arabo-Perses, quand ils sont arrivés là, ils ont déjà trouvé une littérature foisonnante et importante, mais ils ont juste donné l'écriture arabe et l'alphabet arabe aux Mahorais pour qu'ils puissent mettre de l'écrit dans leur... Donc en 1841, il y a eu de l'écrit. Et puis, c'est pas tout. En 1958, il y a aussi ce qu'on appelle la pétition de 1954 demandant la départementation de Mayotte. Ces textes-là montrent que les Mahorais écrivaient tout ce qu'ils voulaient avoir. Donc, il y avait une administration foisonnante. Il y avait aussi une littérature foisonnante à Mayotte, notamment à travers tous ces gens qui écrivaient. Ce qui veut dire que Mayotte est une terre de littérature à la fois orale et écrite. Merci beaucoup de ces précisions, Salim Hamada. Vous souhaitez également réhabiliter la mémoire d'un personnage qui vous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Papa Aboudou, alias Moulou Kandji. Moulou Kandji, je le prononce mal, pardon. Est-ce que vous voulez nous parler de ce personnage, qui est quand même un personnage tout à fait étonnant? Aboudou Moulou Kandji est un des personnages clés de l'histoire de Mayotte. Il est né en 1886, il est décédé en 1967. C'est un Mahorais issu justement
de toutes ces vagues d'immigration arabo-musulmane, arabo-perse qui viennent de Yémen, d'Oman et qui sont arrivés vers Madagascar et qui ont transité aussi en Tanzanie et qui sont arrivés à Mayotte. Et donc, le père d'Abdou Kandji s'appelle Ahmad Aboud, c'était le ministre des Affaires étrangères de Mayotte de l'époque de André Ansouli et Mawana Madi. Donc, Abdou Kandji est un touche-à-tout. C'est un Maoré exceptionnel, un précieux Maoré, un Maoré qui avait comme philosophie l'apprentissage du savoir. Abdou Kandji, effectivement, était un Maoré patriote. Il était aussi un politicien maoré. On pouvait même dire tout simplement qu'il était le patriarche de Mayotte moderne. Abdou Kandji était un gouverneur maoré et en tant que gouverneur, il était l'équivalent de quelqu'un comme Félix Eboué ou Gaston Monerville et les autres. Abdou Kandji était aussi un grand commerçant, un grand négociateur, un diplomate. Il était un grand commerçant, comme on peut voir par exemple en métropole, Samuel Bernard, qui s'appelle le comte de Goubert. Il était aussi diplomate, à l'instar de François de Calière. Il était l'équivalent de Charles de Vergennes, par exemple, l'équivalent de Talleyrand, l'équivalent en Europe, on connaît bien Metternich, Castelreg ou Labrador, ainsi de suite, l'équivalent, par exemple, de Henri Kissinger. Abdou Kandji était aussi un théologien qui était l'équivalent aujourd'hui de Saint François d'Assise ou bien Saint Thomas d'Aquin ou bien on peut dire simplement Saint Auguste d'Hippone. Il était l'équivalent de Desmond Tutu, par exemple, en Afrique du Sud, l'équivalent de Dalai Lama, l'équivalent de Don Elder Camara au Brésil. Vous avez un livre en préparation, hein, je crois, sur ce personnage, et vous demandez également à ce que l'aéroport soit baptisé de son nom. Effectivement, l'aéroport doit être baptisé de son nom parce qu'Abdou Kandji était donc, c'est le père de la départementation de Mayotte. Il a créé un parti politique, le premier de Mayotte et de la zone des Comores et de Mayotte, qui s'appelle le Contrat stratégique. Et puis il a créé aussi l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte, l'UDIM, avec son disciple, Monsieur Georges Naouda. Donc Abdou Kandji, fondateur, bâtisseur et protecteur de Mayotte moderne, effectivement, mérite que cet aéroport soit baptisé à son nom. Et la population de Mayotte et tous les Mahorais, la jeunesse mahoraise est d'accord pour que ça soit baptisé aéroport. Il était l'interlocuteur privilégié de Vincent Auriol et de René Coty. Donc Abdou Kandji mérite d'avoir cet aéroport. C'est pour cela que je me bats pour ne pas oublier l'histoire de Mayotte, pour rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Moulou Kandji ce qui appartient à Moulou Kandji. En quoi ce personnage, Papa Aboudou alias Moulou Kandji, a-t-il on va dire, œuvrer pour la littérature de Mayotte? Il est le père de la littérature mahoraise, comme par exemple le père des Lumières écossaises, M. Francis Hutcheson. Voilà l'équivalent de Papa Aboudou Moulou Kandji. Donc, la littérature mahoraise a été propulsée. Il est un grand poète. Oui. Aboudou Kandji est un grand poète, comme on peut dire Pindar, comme on peut dire aussi des grands poètes comme Horace, c'était un grand poète. On connaît des textes. On connaît des textes de lui. Il y a des recueils de poésie. Il a écrit de 120 poèmes. Il a écrit notamment un poème qui est cité beaucoup à Mayotte quand le mois de Ramadan arrive, c'est un mois béni, qui s'appelle Mwezi wa Ramadan ou Julia, le mois du Ramadan et le mois de la bénédiction est arrivé. Donc il a écrit un poète, c'était un poète, en fait un philosophe, en même temps c'était un poète mystique, un poète philosophique. Il n'était pas du tout un poète engagé. Donc Aboudou Kandji a marqué l'histoire littéraire, économique, politique. Et il est le père de la coopération régionale, de la coopération internationale de Mayotte. Il était chevalier de la Légion en 1930 dans l'administration franco-mahoraise malgache. Il a formé toute l'élite de Mayotte, notamment Marcel Henry, Younoussa Bamana. Il a formé l'élite des Comores, notamment Prince Seyd Ibrahim Seyd Moumedjek. Il a formé l'élite malgache, notamment Philibert Tirana, le père de l'indépendance de Madagascar. Bon. Il avait comme mission. Salim Hamada, on voit que vous êtes tout à fait passionné en fait par ce personnage. On souhaite évidemment qu'un jour il ait la reconnaissance évidemment de porter le nom de l'aéroport de Mayotte. Pourquoi pas? C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on sent beaucoup de passion. On vous remercie infiniment pour votre intervention. On espère effectivement que bientôt votre ouvrage sortira sur ce personnage. Est-ce que vous avez à peu près une vision de la publication future de votre ouvrage? L'ouvrage est déjà fait, ça fait déjà 3 à 4 ans, mais je vais l'éditer en 2022, effectivement. Très bien. J'ai fait un ouvrage, un essai sur la Renaissance mahoraise. J'ai fait aussi un ouvrage sur Aboudou Kandji,
et puis de la poésie aussi, Très bien. à style poésie de John William Butler Yeats. Donc, je suis dans le chemin du père de la littérature mahoraise, du père de la politique mahoraise, du père de la diplomatie et de la coopération régionale, M. Aboudou Mourkanji. Et j'invite toute la jeunesse à être fière de ce personnage parce que c'est le père de la départementation de l'île de Mayotte avec son disciple, Monsieur Georges Naouda. Merci infiniment, Salim Abada, d'avoir répondu à mes questions et posé également, permis de découvrir ce personnage tout à fait étonnant de Aboudou, pardon, Papa Aboudou, alias Moulou Kandji. Il Merci s'appelle beaucoup. Abdou Amane Aboudou et il s'appelle, pour les intimes, Papa Aboudou, comme en France on appelle Papa Flos, Papa De Gaulle ou Papa Abraham Lincoln. Alors, je Papa me Lénine. considère comme une intime, alors, si je l'appelle papa. Effectivement, Papa Aboudou. Merci. Papa Flos, Papa De Gaulle, Papa Verger, ce sont eux qui ont fait Mayotte et les Dom-Tom. Alors, les pères de Mayotte. Alors, merci beaucoup, Salim Hamada. Je poursuis mon intervention avec notre prochain invité, qui n'est autre que Nassour Atoumani, qui est là, qui a tout suivi, en fait, depuis sa caméra. Après l'histoire, donc l'actualité littéraire de l'archipel, avec notre prochain invité. Bonjour, Nassour. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Oh, ça peut aller. Vous êtes un auteur prolifique à la carrière confirmée, romancier, dramaturge, musicien, metteur en scène et depuis peu scénariste de bande dessinée. On l'a d'ailleurs sur notre écran ici. Vous venez de faire paraître votre 20e ouvrage, c'est quand même considérable. Quand nous avons préparé cet entretien, nous avons évoqué la difficile reconnaissance de la littérature non occidentale et la jeunesse de la littérature mahoraise. Pouvez-vous nous préciser votre pensée? C'est tout à fait ça. On comprend très bien pourquoi la littérature mahoraise est arrivée de façon tardive dans la littérature aussi bien indien-océanique que dans la littérature de l'outre-mer, parce qu'il faut savoir simplement que si la France est à Mayotte depuis 1841, l'école est obligatoire seulement depuis 1992. Et en 1975, quand les Comores ont pris l'indépendance, il n'y avait ni librairie, ni journal écrit, il n'y avait absolument rien. Donc, il a fallu attendre un peu plus tard, pratiquement en 1985, pour qu'on voit un premier ouvrage écrit par un Comorien, Mohamed Touahir. Et puis après, en 1989, j'ai écrit La fille du polygame, qui était également donc, la première pièce de théâtre en langue française écrite dans tout l'archipel des Comores. Et donc, nos petits frères qui sont venus après, comme Nassif, Jailan et les autres, ils nous ont emboîté le pas. Mais, donc, avant cela, il fallait écrire pour qui? Il fallait écrire pour quoi? Parce que déjà, dans nos villages, on n'avait pratiquement pas de lectorat. Il n'y avait pas d'école. Oui, justement, j'avais une question par rapport à ça, justement. Quelle place la littérature occupe-t-elle aujourd'hui à Mayotte? On a parlé d'histoire, on voit bien en fait que c'est une histoire très récente, très jeune, comme vous venez de nous le dire. Mais quelle place occupe aujourd'hui la littérature à Mayotte de manière concrète? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a davantage de bibliothèques, davantage de librairies? Nous avons 3 librairies à Mayotte. On a 2 librairies, une à Mamoudzou, l'autre à Basmenti, et le troisième se trouve à Chirongi au sud, déjà. Nous avons aujourd'hui pratiquement, dans les 17 communes de Mayotte, nous avons des collèges et des lycées, et il y a des CDI dans tous ces collèges et ces lycées. Centre de documentation, c'est ça, je le dis pour nos auditeurs, centre de documentation et d'information. Voilà, et donc dans ce centre de documentation et d'information,
il y a de plus en plus de livres. Alors que je disais à mon collègue et ami Nassif Djelani que eux, ils ont eu la chance d'avoir des bibliothèques au collège. Nous, il a fallu traverser tout le collège sans avoir jamais vu un seul livre, à part les livres qui étaient distribués en classe. Ouais. Oui, donc on peut c'est- imaginer le décalage aussi de génération, et vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a énormément de chance et peut fréquenter cette littérature diverse, variée, évidemment proposée à travers les collèges, les lycées, comme vous venez de nous le dire. Un de vos livres vient d'être traduit aux USA. Considérez-vous que ce soit un bon début pour une reconnaissance internationale de la littérature mahoraise? C'est assez difficile de le dire parce que pour cela, il ne faudrait pas que ce soit un livre qui soit traduit aux États-Unis, mais plusieurs livres. Nous qui faisons donc du théâtre, nous avons la chance que nos pièces de théâtre soient jouées un peu partout. J'ai été surpris donc de savoir que La fille du polygame, par exemple, a été jouée en Norvège, en norvégien, a été jouée en Roumanie, en roumain, a été jouée dans plusieurs pays africains. Et j'ai félicité récemment également Nassif, sa pièce donc a été jouée au Brésil. Et ce qu'il nous faudrait, c'est avoir plus d'écrivains à Mayotte, parce que c'est dans le volume que nous serons visibles. Bien sûr, Oui. effectivement, on peut se dire que plus on est nombreux, et d'ailleurs c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui à travers ce webinaire. Je voulais juste terminer avec cette idée que précisément vous participez à un club d'écrivains, on va l'appeler le CEAL, le club des écrivains et des amis du livre. Donc ça veut dire qu'il y a bien quand même une fédération qui se met en route à Mayotte. Depuis bientôt 20 ans, on a créé APPEL, l'amicale pour la promotion de l'écriture et de la littérature. Et ça nous avait permis également de faire une première rencontre entre Mayotte et nos voisins à côté, parce qu'on disait qu'on ne se voyait pas. On se rencontrait uniquement, par exemple, à Paris, mais entre Mayotte et Madagascar, on n'avait aucun lien. Entre Mayotte et La Réunion, on n'avait pratiquement aucun lien. Et c'était une nécessité de créer cette amicale. Et ça nous a permis donc de travailler, enfin, de faire venir des écrivains malgaches à Mayotte et nous de partir à Madagascar. Et ça a donné notamment un de mes livres qui s'appelle Instinct de survie à Madagascar. L'union fait la force, comme on dit. Je voudrais qu'on termine cet entretien en évoquant votre bande dessinée. Est-ce que pour vous, la bande dessinée est un très bon vecteur pour se mettre à la littérature, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire pour inviter les jeunes et les moins jeunes à lire, mais également, pourquoi pas, est un bon vecteur pour la littérature mahoraise? Tout à fait, et ça, je l'ai expliqué au sein donc, de notre association, et que nous sommes, je disais que j'étais prêt à, étant donné que j'ai ce savoir-faire, donc je suis prêt à faire un atelier d'écriture sur la bande dessinée, parce que c'est en fait ma deuxième bande dessinée, et la troisième, donc, elle sortira, je pense, en janvier. Mais pourquoi donc c'est important? Parce que quand je regarde Le turban et la capote, qui est une pièce qui a fait son chemin, j'ai sorti Le turban et la capote en bande dessinée, et en 3 mois, le volume de vente de cette BD, de cette première BD, a été 10 fois supérieur au livre lui-même, qui est étudié dans tous les collèges à Mayotte. On invite évidemment tout le monde à se rapprocher des éditions Signes sur cette fameuse BD qui s'appelle tout simplement Mayotte. Merci beaucoup Nassoura Toumani d'avoir été notre invité
Aujourd'hui, Oui. nous allons rejoindre notre prochain invité qui est déjà avec nous, je le vois ici. Sans plus attendre, accueillons notre nouvel invité, donc écrivain, lauréat de nombreux concours d'écriture et dirigeant de la revue et maison d'édition Projectile. Bonjour Nassouf Djailani. Bonjour à vous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, pas de souci. Pouvez-vous nous parler du nom d'abord de votre revue et de votre maison d'édition? C'est un joli nom, Projectile. Oui, c'est un nom un peu provocation. En fait, il s'agit de projets et d'îles, des projets d'îles. Et des personnes, en fait, vivant dans ces îles sont dans des bulles. Et en fait, on s'est dit, tiens, et si on envoyait des projectiles pour crever les bulles des uns des autres? En fait, c'est pas du tout violent, ce sont des mots, ce sont les 26 lettres de l'alphabet qui appellent à rencontrer les autres et à dialoguer avec Alors, les autres. effectivement, c'est très beau, c'est très poétique, hein, la métaphore que vous utilisez ici. Quelles sont les actions que vous menez pour augmenter votre visibilité et vos ventes sur le terrain? Concrètement, la revue, elle est disponible en librairie, hein, puisqu'on vient de voir avec Nassoura Toumani qu'il y en a 3 dans l'île. Mais nous ne nous limitons pas à l'île de Mayotte. Nous sommes non seulement présents à Maurice, à l'île de la Réunion, à Madagascar, à la librairie Millefeuille, que je salue s'ils nous écoutent. Nous avons fait le pari en fait d'être présents. Nous parlons depuis Mayotte, mais nous sommes présents en fait dans les espaces de l'océan Indien, dans les pays de l'océan Indien. C'est une manière pour nous de dire bonjour et de dire notre faim des autres, de cet océan Indien en fait qui n'existe que par l'économie. Il y a une commission de l'océan Indien qui existe, mais en fait ce sont les États et les départements de la Réunion. On se demande pourquoi Mayotte n'y est pas, mais les États se rencontrent, dialoguent, parlent de projets économiques, d'échanges, etc. Nous voulons un peu hâter le pas et amener la culture, la littérature, en fait, auprès des gens. Et ça passe d'abord par la lecture, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes curieux des autres. Nous lisons beaucoup les autres pour parler de leur travail. Nous allons voir leur spectacle, nous écoutons leur musique, nous en parlons en fait dans cette revue qui existe à la fois en version papier et en version web. La version web permettant justement de parler plus régulièrement en fait des sorties, des publications, etc. Et l'idée, en fait, c'est qu'à chaque numéro, on découvre un espace à travers les lunettes d'un artiste que l'on invite, et derrière lui, il y a les autres. C'est un ouvreur Nassouf Djailani, je voulais vous demander, est-il difficile d'être un éditeur indépendant mahorais face aux géants du secteur? C'est difficile, mais les difficultés sont faites pour être surmontées. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir guerroyer ou de pouvoir aligner des divisions face aux grands éditeurs, mais c'est une niche, en fait, quelque part. C'est une niche, donc nous sommes d'abord des lecteurs. Moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Miakout, par exemple. J'aime beaucoup l'œuvre de Jean-François Samlong, d'Ananda Devi, de Nassoura Toumani, de Mohamed Tohir, dont on a parlé tout à l'heure. Et la plupart de ces personnes, en fait, habitent cet endroit du monde et ne se rencontrent que par la médiation, en fait, de la métropole, ce qu'on appelle prosaïquement la métropole, c'est-à-dire la France. Et ce que nous voulons, en fait, c'est inverser la tendance, c'est-à-dire que rendre présent ces œuvres-là chez nous, à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire commencer par les lire, en faire la critique. Et cette revue, en fait, c'est pour réparer un peu cette injustice qui est l'absence d'organes critiques qui permettent justement de faire se rencontrer en fait ces textes-là aux lecteurs de nos espaces. Alors effectivement, en fait, la diffusion à Mayotte est extrêmement importante, bien sûr, mais je crois que vous assurez également la diffusion en France en faisant des salons. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez une attention particulière, une préférence pratiquement, à fréquenter les salons en région. Comment réagissent les lecteurs, justement, régionaux face
à cette littérature mahoraise? Ce sont des salons à hauteur d'homme, hein, c'est-à-dire que les gens peuvent nous interpeller directement et dialoguer. Et c'est pas forcément, c'est pas essentiellement ou uniquement des Mahorais ou des Réunionnais c'est tout le monde. Et la plupart du temps des étudiants qui soit font des thèses, soit sont curieux justement ou veulent venir enseigner par exemple à Mayotte. Ils nous interpellent et en fait, ils sont surpris eux-mêmes de pouvoir trouver des auteurs, parce que quelqu'un disait tout à l'heure que c'était important de rappeler qu'on a toujours écrit dans cet espace-là. Oui, on a beaucoup écrit, mais ce sont des textes qui n'ont pas forcément été mis en circulation. Et le fait de faire des salons en région, de sortir un peu de Paris, ça permet de prendre le temps. Et prendre le temps de dialoguer, d'expliquer où on se situe et quelles sont les œuvres qui ont paru là et par quel texte commencer. Si vous cherchez plutôt telle thématique ou telle thématique, vers quel auteur aller. Vous soutenez des jeunes pousses, des jeunes auteurs et que vous accompagnez pendant 3 ans avant de les éditer. C'est ce qui va me permettre de faire la transition justement avec le concours des nouvelles. Donc, comment ça se passe et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes auteurs? Nous faisons un travail d'accompagnement, c'est-à-dire que auteur, on ne naît pas auteur comme ça. Il y a des auteurs géniaux qui font un premier jet et puis qui interpellent un éditeur et qui les publient. Nous, c'est vraiment un travail d'accompagnement, c'est-à-dire que nous savons très bien que la démarche d'écrire n'est pas une démarche spontanée dans nos espaces, et quand nous repérons un auteur, nous prenons l'engagement de l'accompagner sur 2-3 ans avant que ça aboutisse à un livre. Voilà, le premier que nous publions, c'est lui, c'est Najim Chagama. C'est cet jeune auteur en fait, qui a suivi les ateliers de l'écrivain malgache Jean-Luc Rariman au CUFR à l'université en fait, de Mayotte. Et donc, ces 3 années de cheminement, d'écriture, en fait, ont abouti à ce recueil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et nous rappelons bien sûr la revue et maison d'édition Projectile que nous pouvons retrouver bien sûr sur les réseaux, mais également sur votre site internet. Sans plus attendre, Askandari Alaoui, vous êtes auteur et essayiste, on l'a dit tout à l'heure, chef du FID, Fonds d'intervention pour le développement de la délégation de Mayotte, et je crois que vous avez quelque chose à nous dire de particulier sur cette bande dessinée en fait que nous avons ici. Elle a été traduite en 3 langues. Expliquez-nous. C'est cela. L'ouvrage a été traduit en trois langues dans le cadre du plurilinguisme et aussi a été remis à Roselyne Bachelot il y a une semaine. D'accord, formidable. Vous nous l'avez dit en début de webinaire, le Conseil départemental de Mayotte soutient la littérature. On l'a bien compris et ce webinaire en fait en est la preuve éclatante. Par quelle action concrète intervenez-vous sur le terrain? On a parlé des concours d'écriture, faites-vous des salons? Comment ça marche véritablement, concrètement sur le terrain? Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique du département de manière générale, puisque je le disais, il y a plusieurs services qui interviennent dans cette promotion de la littérature, mais particulièrement pour la DMP. Le premier dispositif du genre qu'on a mis en place, c'est le concours de nouvelles, baptisé Concours de nouvelles de l'île au lagon. Alors on y vient, on en parle tout de suite. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie et la remise, bien sûr, des prix tant attendus. À tout de suite. Alors, on se retrouve ici pour lancer justement ce concours, les nouvelles de l'île au lagon. C'est une première édition lancée par la délégation de Mayotte à Paris. Il est destiné à s'inscrire dans le temps. Nous allons revenir sur cette belle initiative avec vous, justement, et notre invité qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le concours a été lancé en novembre 2020.
de novembre 2020 à juillet 2021. Auprès de quel public exactement? Alors, le public cible, c'était des étudiants qui ont fait au moins une année de lycée à Mayotte et qui se retrouvent dans le premier cycle universitaire, en licence, première, deuxième ou troisième année. D'accord, c'était la Voilà. cible que vous Voilà. avez choisie. Et qui se retrouvaient en Europe. Ah voilà, c'était Voilà. très important. C'était- Voilà, c'était ça. D'accord. Pour cette première édition, peu de participants. Comment expliquez-vous ce manque de participation finalement? Alors, il est vrai que dans la communication, on a envoyé plus d'un millier de mails, mais malheureusement, on n'a eu que 13 participants pour cette première édition. On peut dire, on peut interroger un petit peu le rapport au livre, le Oui, rapport c'est vrai. au papier. Et en tout cas, à ceux et celles qui ont participé, on peut dire qu'ils ou elles étaient très courageuses. En effet, on va parler avec les lauréates juste après, puisque finalement, on le découvre. Moi aussi, je l'ai découvert. Il n'y a que des filles. Et pourquoi alors? En effet, alors, disons peut-être que les filles prennent un petit peu le revanche Très à bien. Mayotte parce que dans le passé, elles étaient plus retenues par les mamans pour les tâches ménagères, mais lorsqu'elles ont connu la porte de l'école, et là, on dirait qu'elles fuient un petit peu Ah oui, ces c'est ça. tâches ménagères. Elles donnent leur Et- puissance et finalement. surtout, une information importante à retenir, c'est que 63% de nos étudiants, en tout cas ceux qui sont connus par la DASU, sont des dames. Voilà, donc il n'y a que 33, et quelques d'hommes. Donc ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas le fait que à la fin, on n'a que des femmes lauréates. Alors, on va parler également du recrutement des membres du jury et nous allons en recevoir une juste après. Là aussi, comment avez-vous recruté des membres du jury? Alors, nous nous sommes dit, c'est un dispositif fait pour les étudiants, mais aussi par les étudiants. Donc, du coup, on a recruté des membres de jury dans le public étudiant parmi les aînés, c'est-à-dire ceux et celles qui sont en troisième cycle. Voilà, un Master 2 et doctorat. Très bien, donc effectivement, on va recevoir tout à l'heure quelqu'un, Sophia notamment, qui viendra. Sans partenaire, pas de concours, il convient donc de les remercier généreusement, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ce concours n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien d'un certain nombre de partenaires qui vont peut-être s'afficher sur l'écran. Oui, les voilà. Voilà, donc il y a Appel, il y a Corsair, il y a Emma Transit, il y a la Maison des Livres, il y a Soma Presse, il y a aussi Outre-mer 360, il y a une personne en particulier que je présente à titre individuel, puisque Abi Seyded Nani, puisque elle nous a donné un coup de main dans l'accompagnement du jury pour formaliser les grilles d'appréciation. Donc, nous le remercions. On va inviter à nous rejoindre tout de suite Sophia Rakoto Hari Malala, qui va s'installer ici avec nous. Merci. Bonjour Sophia Rakoto Hari Malala. Vous avez été membre du jury pour cette première édition et vous-même avez été lauréate du concours L'Afrique en 2040, organisé entre autres par les éditions Stella Maris. Votre ouvrage d'ailleurs a été publié en août 2020. Pourquoi avez-vous candidaté pour être membre du jury et pas en tant qu'auteur finalement?
Oui, donc je n'ai pas pu participer au concours en tant qu'auteur, tout simplement parce que les conditions ne le permettaient pas. C'est-à-dire que pour pouvoir proposer son texte, il fallait avoir fait son lycée à Mayotte et poursuivre son premier cycle universitaire en France métropolitaine ou en Europe, ce qui n'était pas mon cas, puisque j'ai eu mon baccalauréat en France métropolitaine. Cependant, j'ai fait le choix de participer autrement au concours en saisissant l'opportunité donnée par la délégation de devenir membre du jury. Effectivement, et vous avez bien fait. Que pouvez-nous dire, que pouvez-nous nous dire, je vais y arriver, sur cette expérience de membre du jury? Alors, être membre du jury à ce concours, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. D'abord parce que ça a été une expérience humaine qui m'a permis de faire la connaissance de personnes aux profils divers et variés qui, je le sais, partagent les mêmes valeurs que moi, à savoir l'engagement pour Mayotte et la promotion de ses talents. Ensuite, parce que ça nous a permis de lire, au-delà bien entendu de la qualité littéraire exigée, des textes très intéressants en termes de contenu, et notamment en ce qui concerne la connaissance de l'île, sa culture et ses traditions. Donc on apprend plein de choses. Finalement, on va entendre les lauréates qui sont avec nous en visio. En préparant notre échange, vous m'avez dit que vous aviez la conviction que parmi les lauréates se trouvaient les futurs cadres de Mayotte. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? En effet, en lisant les textes soumis par les lauréats, j'ai eu l'intime conviction qu'elles allaient devenir les futurs cadres de Mayotte, tout simplement parce qu'elles connaissent parfaitement, enfin à mon sens, les valeurs de Mayotte, et elles sont plus à même de les protéger pour les générations à venir. Et ça a été en tout cas ce que j'ai pu percevoir entre les lignes. Merci. Un petit mot peut-être pour ces lauréates qui nous écoutent. Elles sont là, derrière leur écran, je les vois. Bonjour. Oui, oui, effectivement, je tiens particulièrement à les féliciter pour leur parcours et leur détermination. Pour ceux qui n'ont pas été retenus, je les invite très fortement à proposer leurs textes pour les éditions prochaines, qui n'ont pas démérité pour autant. Et vraiment, le message que j'aimerais faire passer à toute cette jeunesse qui nous suit derrière ce direct, c'est vraiment de croire en leur passion pour l'écriture et de rester dans cette voie, parce que nous avons besoin d'eux à Mayotte à travers la promotion de notre culture et de nos traditions. Et nous avons besoin également que chacun puisse exceller dans son domaine de prédilection, et puisse porter, bien entendu, sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble, nous puissions construire et reconstruire Mayotte. Merci beaucoup, Sophia Rakoto Hari Malala. On passe tout de suite au jury. On y va ? Askandari Alaoui, je vous laisse nous présenter le palmarès. Et oui, on fait comme à Cannes, en fait. Voilà, eh bien écoute, le palmarès se présente comme suite. Alors, je vous présente les noms des gagnants par ordre de prix, à partir du premier prix au cinquième prix. Voilà, j'évite de dire dernier prix, il n'y a pas de dernier. Non. Voilà. Allez, on y va, du 1 au 5. On vous écoute, voilà. Askandari. Le premier prix a été obtenu par Madame Houmadi Fanougne, avec son texte intitulé « Vrai ». La deuxième gagnante, c'est Abdallah Tanaï Naïka, avec son texte « Retour aux sources ». La troisième gagnante, c'est Madame Lamia Hamouza, avec son texte de retour. La quatrième gagnante, c'est Madame Sahimi Fouhaïra, avec son texte intitulé « Les gens fous ». Et la cinquième, je ne vais pas la citer puisqu'elle a préféré rester anonyme, avec le texte intitulé Saïd et l'esprit du lac. Sachant qu'il y avait 5 prix à gagner,
qui se présentent comme suite. Le premier prix, c'était 1 000 euros. Le deuxième, 800 euros. Le troisième, 700 euros. Le cinquième, 500 euros. Et le cinquième, 300 euros. Donc, j'imagine que chacun arrive à se situer, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. On va tout de suite parler à ces jeunes filles que je vois ici en visio. Fouarira, pardon, excusez-moi, hein, Fouaïra. Fouaïra Saïmi. Vous le faites beaucoup mieux que moi, en fait. Donc, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir, ravie de vous recevoir. Votre texte s'appelle Les gens fous. Alors, parlez-nous de ce texte en quelques mots. Ce texte, il cache beaucoup de choses de référence à Mayotte. Déjà, le cadre, en fait, on parle d'agriculture et de pêche, un peu la nature de Mayotte, dans un monde parallèle, on va dire. Mais au-delà de ça, je fais aussi référence aux violences qui se produisent à Mayotte de manière un peu trop régulière. Et mon personnage principal, qui est assez lâche, il assiste à tout ça en étant dans le déni, en fait. Et on parle des violences à Mayotte avec des personnes, en fait, des gens fous. En fait, c'est des personnes qui ont été agressées. Mais je ne l'ai pas dit de manière très explicite. Donc, on le comprend au fil de l'histoire. Et donc, dans ce monde-là, la police essaie de cacher cette vérité en faisant avaler à la population des pilules de manière régulière durant des fêtes qui ont lieu à Mayotte. On parle également de viol, c'est-à-dire des réactions quand les gens... C'est un texte qui semble engagé. Est-ce que vous diriez ça de votre propre texte? Oui, je peux dire ça, mais en fait, c'est engagé, mais quand même avec un certain recul. J'ai écrit ça un peu comme une spectatrice de ce qui se passe. D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait comme émotion? Vous êtes contente d'être lauréate de ce prix? Vous avez, Oui. je le rappelle, le quatrième prix, ce qui est très très bien. Donc, vous venez de gagner un prix. Est-ce qu'on peut connaître vos impressions? Oui, je suis vraiment contente parce que je ne m'attendais pas vraiment à gagner. J'ai juste écrit pour me faire plaisir moi, à vrai dire, parce que c'était amusant comme exercice. Vous allez donc recevoir votre chèque. Voilà, on vous félicite encore ici sur ce plateau et continuez surtout à prendre du plaisir à écrire. Vraiment, ça, je pense que c'est le sésame pour écrire, c'est prendre du plaisir et on voit votre sourire et votre gourmandise à parler de votre texte. J'espère en tout cas que vous poursuivrez cette littérature parce que je rappelle que vous êtes en licence de droit et de Sciences Po, donc vous allez être amené, j'imagine, à écrire quand même. Oui. Merci. Merci beaucoup, Fouaïra. Lamia Amouzia, vous êtes là? C'est Amia qui est ici? Je ne sais pas, Oui, Université de Toulouse. Bonjour, c'est vous, Amia? D'accord, très bien. Donc, vous avez écrit deux retours. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots de quoi parle votre nouvelle? Oui, eh bien, c'est l'histoire d'une jeune diplômée qui, après de longues années d'études, est passée très loin de chez elle et donc dans un environnement tout à fait différent et donc qui retourne auprès de sa famille et donc c'est le début après des aventures de notre cher Iman. D'accord. Vous venez de remporter, Lamia, le troisième prix. On est ravis pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous fait déjà d'avoir un premier prix littéraire? Et bien, ça fait vraiment plaisir. Je suis très contente et je suis plus qu'honorée d'arriver jusqu'ici. Donc voilà, vous avez donc le troisième prix. On vous félicite, vraiment bravo, bravo à vous. On a également en ligne, mais il n'y a pas d'écran, Naïka Abdallah Tanaï. On va uniquement vous entendre. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, ravi de vous avoir en ligne. Votre texte s'appelle Retour aux sources. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, c'est bien cela. Alors, j'ai choisi ce titre parce que je parle de l'histoire d'une jeune fille qui est partie très tôt de Mayotte. Et c'est en revenant sur son territoire d'origine qu'elle redécouvre vraiment ses origines, ses traditions, et que justement, elle apprend que ça se fait comme ça, les mariages se passent comme ci, etc. Oui, c'est donc une adaptation finalement aussi à des cultures différentes. Oui, c'est bien cela. Très bien. Quelle émotion ressentez-vous justement au fait d'avoir ce prix? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben, je suis ravie, je pensais pas y arriver. J'ai participé pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire et aussi parce que j'aime bien écrire, j'aime bien participer à des événements comme cela. J'ai d'ailleurs déjà écrit un poème c'était pour l'événement de la délinquance à un moment où on dénonçait ça et ça a été publié dans l'Instagram Shababi Maoré. Très bien. Vous faites vos débuts en fait dans la littérature finalement. On peut dire un peu ça comme ça. Très bien. Vous avez le deuxième prix. Est-ce qu'on peut afficher justement votre prix? Deuxième prix. Vous allez recevoir donc cette somme. On vous félicite en plateau. Merci beaucoup. Merci. Nous allons parler également à Raïma Binti Atoumani qui est là avec nous. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Oui. ravie de vous recevoir. Votre texte s'appelle Saïd et l'esprit du lac. Quelques mots sur ce texte? Bah, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que à la base, en fait, je me suis inscrite au concours parce que ma mère y tenait vraiment. Et du coup, bah, j'ai écrit mon texte en une demi-journée. Bravo. Merci. Et je me suis inspirée de toutes nos légendes issues des histoires anciennes, tout ce qui est esprit de la forêt. Alors, je crois que ça a beaucoup plu à Sophia, hein. Donc effectivement, donc vous allez recevoir votre prix. Voilà, vous allez recevoir donc ce chèque. Bravo, on est absolument ravis d'avoir échangé quelques minutes. Désolée, hein, c'est vrai que l'heure tourne. Chacune donc de vous doit être félicitée pour sa participation d'abord, et puis ensuite pour la performance que c'est que de remporter un concours de nouvelles. Ça peut quand même développer des vocations chez vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. La littérature est une tellement belle discipline. Merci à toutes, à tous d'avoir été nos invités, avoir suivi aujourd'hui notre webinaire. Quelques mots peut-être pour conclure. Tout à fait. Askandari. Dire aux filles, mais aussi aux garçons qui ne sont pas là aujourd'hui, que là, c'était une première édition et il va y avoir une seconde édition. Donc, pour celle qui était poussée par la maman a bien fait. Je pense que pour les prochaines éditions, elle n'aura pas besoin d'être poussée par maman. Voilà. Donc, rendez-vous, je vous attends aux prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui, mais aussi aux participants de ce webinaire suite au prochain épisode. À bientôt. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.